Bonjour à tous, bonjour Charlotte, bonjour Julie, bonjour Nolwenn. Merci à tous d'être avec Bonjour. nous pour ce bonjour à tous. Merci à tous d'être avec nous pour ce webinaire sur le CSE et la QVT. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur Reboul, je suis le CEO et cofondateur de Lito. Je suis accompagné pour ce webinaire donc, de Charlotte O'Leary, qui est avocat à la Cour, de Julie Ramillon, qui est directrice de Trois Conseils, donc experte sur les sujets de CSE. Et on a la chance d'avoir également avec nous Nolwenn Boulogne, qui est secrétaire du CSE de Kitok, donc qui nous partagera également son expérience et qui donnera un regard très pratique au regard, aux arguments apportés par nos experts. Pour ceux qui ne connaissent pas Kitok, peut-être en deux mots, c'est des paniers repas à cuisiner avec des produits de saison. Donc, je vous invite à regarder, c'est vraiment génial. Et pour ceux qui ont Lito, d'ailleurs, dans la partie bon plan, il y a un bon plan Kitok. Donc, allez regarder la partie bon plan. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur la QVT, je vais vous présenter rapidement l'outil qu'on utilise, Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, sur la partie gauche de votre écran, vous avez le support de présentation et vous avez donc nous, les intervenants. Et sur la partie droite, vous avez différents onglets. Vous avez un onglet chat dans lequel on va partager des liens, des informations dans lesquelles vous pouvez échanger et communiquer. Il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, je vous invite vraiment à les mettre là plutôt que de le mettre dans l'onglet chat. Comme ça nous permet, nous, d'y répondre soit à l'écrit, soit à l'oral. Et ça permet aux gens de vraiment voir les différentes questions qui sont posées. Et les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre pendant le webinaire, on essaiera d'y répondre après à l'écrit. Et vous avez un troisième onglet, l'onglet sondage, dans lequel on a déjà pré-rempli quelques sondages. Donc, n'hésitez pas à aller y répondre, soit maintenant, soit pendant la présentation. Et de toute façon, à la fin du webinaire, on prévoit un petit temps pour repasser sur ces sondages, pour s'assurer que tout le monde y réponde et pour échanger un petit peu dessus. Donc voilà. Alors, déjà, pourquoi est-ce que nous, Lito, on vous parle de QVT? Donc, déjà, qui on est, Lito? Lito, c'est une société qu'on a créée il y a 2 ans pour aider et accompagner les élus dans leur mission, donc pour vous aider, vous. Donc, pour ça, on vous propose du contenu pour vous guider dans votre rôle d'élu, donc des webinaires comme celui-ci, des articles, des podcasts, des livres blancs, mais également une communauté d'élus sur Slack, sur lequel il y a un peu plus de 200 élus. Donc Nolwenn est sur cette communauté, elle est très active, donc si jamais vous y allez, vous aurez la chance d'échanger avec elle. Mais on a également l'outil Lito, donc qui est une plateforme qui vous accompagne et donc qui vous permet de centraliser de façon simple toutes les actions du CSE, la communication à destination des salariés, les subventions que vous leur proposez, qui vous donne l'accès à un catalogue de réduction, vous permet de gérer les activités de groupe, de gérer les bénéficiaires, et donc qui simplifie en fait toute la gestion du CSE. Et le dernier petit point, et ça je suis très fier de vous l'annoncer un petit peu en exclusivité, Lito lance la toute première néobanque pour CSE, donc ça c'est le dernier aspect, donc pour gérer si vous voulez les comptes et les budgets du CSE, donc budget d'AEC, budget de fonctionnement, la comptabilité, le tout depuis la même plateforme. Donc le lien va également vous être partagé dans le chat, comme ça vous pouvez aller regarder, parlez-en à votre trésorier. Et donc voilà, donc nous Lito on parle avec beaucoup de CSE, et le sujet de la QVT c'est un sujet qui revient assez souvent, qui est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'on est en plein dans la semaine de la QVT qui se termine dimanche, et donc on va parler pendant ce webinaire de différentes choses. On va parler du cadre légal de la QVT, parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un cadre particulier dans lequel rentre la QVT. On va parler des évolutions qu'il y a eu sur la QVT. On va notamment parler du télétravail. On va parler de la culture d'entreprise. On va parler, par exemple, du sport en entreprise, etc. Se rendre compte que la QVT, c'est pas simplement ça, mais il y a beaucoup de sujets beaucoup plus, des sujets très, très profonds. Et on va surtout regarder le rôle du CSE. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire en tant que CSE sur le sujet de la QVT. Donc c'est un sujet assez vaste, c'est un sujet très intéressant. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez écouter un peu tous ces différents aspects. Et donc maintenant je passe la parole à notre équipe de choc, à nos intervenants de choc sur le sujet de la QVT. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on fait une petite présentation. Si. Oui. Okay. Donc, Julie Ramillon, 3 conseils et 3 CSE. On est donc des experts sur les questions de santé au travail et sur les aspects économiques et sociaux. On fait de la formation, on fait des expertises et donc on travaille exclusivement pour les CSE. Voilà, donc, ce sujet QVT, c'est un sujet passionnant qui a multiples facettes, multiples tiroirs. Et vous verrez à quel point, effectivement, le CSE a un rôle important à jouer. Donc, on va évoquer un certain nombre d'exemples à ce sujet. Bonjour à tous, donc Charlotte O'Leary, je suis avocate en droit social. Alors moi, j'interviens des deux côtés, donc j'interviens auprès des CSE, mais également auprès des employeurs. Donc ça vous permettra, du coup, je vous donnerai, j'allais dire, le côté pratique et puis ce qu'attendent aussi les employeurs des élus du CSE, parce que ce qu'on se dit, c'est que la QVT, c'est un partenariat entre l'employeur et le CSE pour le bien-être, bien évidemment, des salariés. Donc je vous donnerai du coup des points de vue pratiques au-delà du point de vue légal.
Et donc, Nalouen Boulogne, comme disait Arthur, donc je suis secrétaire élue du CSE Kitok, toute jeune élue, hein, puisque je fais partie du CSE depuis octobre 2019. Et donc, voilà, je participe à ce webinaire, puisque même si on est un très jeune CSE chez Kitok, on a la chance d'avoir une équipe RH qui est très soucieuse justement de la QVT, qui a déjà porté un certain nombre de sujets sur ce thème-là. Donc, j'aurai certainement de bonnes pratiques à partager. Parfait, c'est exactement ce dont tout le monde a besoin. Et ben, du coup, je propose de rentrer dans le vif du sujet, peut-être donc sur déjà qu'est-ce que la QVT. Alors, en introduction, donc on a repris tout simplement la définition qui avait été produite en fait dans l'ANI en 2013 lorsque ce thème-là est tombé dans un cadre juridique que Charlotte détaillera tout à l'heure. Donc, il y a réellement effectivement une notion de bien-être au travail, hein, c'est la terminologie qui se rapproche le plus à la QVT. Mais derrière cette notion de bien-être au travail, il y a un certain nombre de sujets qui sont raccrochés. Il y a la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie. Enfin, on est l'égalité, hein, le droit à l'erreur, la reconnaissance et la valorisation du travail effectué. Donc, on est sur quelque chose d'assez ambitieux, c'est très clair, c'est très vaste, mais c'est aussi effectivement complémentaire et ça part du principe effectivement qu'on pourrait avoir une spirale un peu vertueuse de cette QVT qui peut effectivement amener d'un côté par le chemin de la performance au travail et de l'autre côté par la réalisation de soi. Voilà. Donc, on est sur des attentes qui peuvent être conjuguées entre celles des employeurs et celles des salariés, une relation qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant, dans la mesure où effectivement performance peut et doit pouvoir rimer avec bien-être et vice-versa. Mais en tout cas, ce qu'on sait par expérience, c'est que performance ne peut pas durablement être effectuée sans une certaine forme de satisfaction au travail. Voilà. Alors, juste spontanément, en fait, pour la QVT, pour les salariés, c'est avant tout une question d'ambiance et de relations de travail et de qualité des relations de travail. Mais on verra que ça passe quand même par des questions fondamentales sur le contenu du travail et sur l'intérêt du travail. On va passer peut-être sur le cadre légal. Alors, du coup, sur le cadre légal, donc, je voulais vous rappeler, en fait, donc, la QVT, on va dire la QVT sera plus facile que la qualité de vie au travail. Donc, ça fait une dizaine d'années que les entreprises en parlent et que cette notion est apparue. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, Julie. Je pense qu'il faut voir la QVT non pas comme une obligation légale, même si je vais vous refaire le cadre, mais comme l'opportunité de travailler avec les salariés et donc la direction pour aller améliorer le travail, et c'est vraiment le point sur lequel on assistera, c'est comment améliorer son travail au quotidien grâce à la QVT. Donc, la première fois, le premier texte pour lequel on a parlé du mot QVT, c'est donc l'accord de 2013, l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, qui porte sur la QVT et sur l'égalité professionnelle. Alors, cet accord, l'intérêt principal, c'était d'ouvrir à la négociation collective et surtout d'aller vers un dialogue social sur ce thème de la qualité de vie au travail. En fait, on est venu dire aux partenaires sociaux, venez négocier et venez parler de la qualité de vie au travail de vos salariés dans l'entreprise. Donc, principalement, l'idée, c'était vraiment ce que je vous disais, ce qu'on appelle une prise de conscience des enjeux de la qualité de vie au travail et de l'ouverture du dialogue social. Alors après, en pratique, depuis 2013, grâce à cet accord, les RH ont pu se saisir du sujet et mettre en place différentes pratiques et des politiques consacrées du coup à j'allais dire, une meilleure performance des salariés grâce à la qualité de vie au travail. La deuxième phase après 2013, où le mot qualité de vie au travail a été repris et les obligations légales, c'est ce qu'on appelle le plan santé-travail de 2016 à 2020. Alors, au niveau de ce plan de santé au travail, il y avait un premier point qui était important, c'était de promouvoir le travail comme facteur de santé. Lorsqu'on vous dit promouvoir le travail comme facteur de santé, pourquoi ? Parce que je pense que vous avez des notions en matière d'accidents et maladies professionnelles, ou en tout cas, je ne peux pas vous les rappeler complètement dans le cadre d'un webinaire de la QVT, mais c'est deux notions importantes. C'est que la santé permet donc de prévenir la partie accident et maladie,
Et donc, de mettre la santé au cœur de l'entreprise, c'était aussi améliorer la qualité de vie de ses salariés et surtout améliorer, j'allais dire, les conditions de travail. Donc, dans ce plan qui a été élaboré pendant les années 2016 à 2020, il y avait donc la partie santé et la partie améliorer la qualité de vie. Donc, en fait, c'est devenu le levier principal de la santé. On a pris conscience que si le salarié se sentait bien dans son entreprise, il travaillerait mieux. On va revenir dessus sur les thèmes de la question de qu'est-ce que c'est mieux se sentir pour pouvoir travailler mieux. Et ce n'est pas que, on va dire, le côté bien-être, c'est la globalité du travail et de l'exercice de ses missions. Et je permettrai donc de venir sur le troisième point de l'obligation légale que je vous ai mis, et c'est la transition sur les RPS, c'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité résultat. Alors, c'est très juridique comme terme, mais vous l'entendez, je pense, régulièrement en tant qu'élu du CSE. L'obligation de sécurité résultat, ça englobe, on va dire de façon en une phrase, tous les devoirs de l'employeur, la santé et la sécurité de ses salariés. Pourquoi c'est important, vous, en tant qu'élu du CSE? Parce qu'aujourd'hui, et c'est marrant parce que quand on a pris le webinaire, Nolwenn nous a indiqué qu'elle avait suivi une formation sur les RPS. Je ferai juste un petit point RPS et qualité de vie au travail. Disons que les RPS, qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est la prévention. On se pose la question de savoir comment on va pouvoir anticiper et éviter que mon salarié ait un risque au travail, notamment un accident, une maladie. Ça peut être vraiment technique de savoir comment éviter un accident si j'ai un métier productif, mais ça peut aussi être la question du burn-out si j'ai un métier aussi où on peut se dire attention aux risques psychosociaux et attention au burn-out. La qualité de vie au travail, c'est une démarche qui est différente dans le sens où elle va être positive, elle va être proactive. Donc, la qualité de vie au travail, c'est de se dire comment je vais faire concrètement pour que mon salarié se sente mieux, sans parler du risque, de parler de son quotidien. Et c'est vraiment sur ce point-là que vous devez vous poser la question de se dire comment je peux mettre en place des process au quotidien pour valoriser la qualité de vie de votre travail de mon salarié. Donc ça, c'est le cadre légal. Et aujourd'hui, pourquoi vous parlez du cadre légal? C'est parce que, comme je vous disais, c'est une obligation. Donc, vous devez, en tant qu'élu du CSE, connaître ce sujet, mais voyez-le comme une opportunité. Voyez-le vraiment comme le point de vue d'un départ pour se dire « je vais être proactif avec mes salariés ». On va peut-être passer du coup au-delà du cadre légal parce que sinon je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais ce n'est pas le but. Sur la question, du coup, on a fait un point sur la négociation annuelle obligatoire. Alors, pourquoi on voulait vous en parler? C'est parce que, alors je ne sais pas, comme j'ai pas je vois qu'il y a une vingtaine de participants, on va faire les deux points. Si vous avez plus ou moins de 50 salariés. Donc, Nolwenn, je poserai peut-être la question pour savoir après quelle est votre connaissance de la négociation annuelle obligatoire, parce que je ne peux pas vous faire un cours encore là-dessus. L'idée, c'est de vous dire qu'on vous ouvre le dialogue social et on vous dit que tous les 4 ans au maximum, du coup, vous êtes amené à être interrogé et à discuter de la QVT et de l'égalité professionnelle. Il faut vraiment voir que cette ouverture sur la négociation collective, à la base qui était réservée aux délégués et non pas, du coup, j'allais dire aux partenaires sociaux et non pas aux élus du CSE, la réforme, c'est comme ça que nous on le voit en tant qu'avocats, la réforme du CSE a ouvert et a justement permis au CSE de leur dire « vous avez également un rôle ». Donc vous, en tant qu'élu, si on vous parle de la négociation annuelle obligatoire, c'est pour vous montrer que vous avez un rôle important et vous êtes un acteur de la qualité de vie au travail. Ne vous dites pas « tout repose sur les partenaires sociaux, je ne vais pas être interrogé sur ce point-là ». Au contraire, on va venir vous interroger et on va venir vous dire « on va pouvoir aller sur la négociation des accords ». On verra du télétravail, par exemple, ou la négociation sur des accords temps de travail. Donc, le rôle du CSE va être important aussi dans cette négociation. Je vous ai remis pour le cadre juridique, du coup, je vous ai mis l'article L2242-17 qui reparle des articulations qui sont faites notamment sur les 7 thèmes principaux. Alors, il y a juste un détail, il y avait un terme sur la mobilité qui est le dernier thème qui a été développé par une loi de 2019. Je vais revenir sur les thèmes importants pour moi dans le cadre de la qualité de vie. Vous avez le terme sur l'articulation vie personnelle et professionnelle et sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Pourquoi juste quelques mots sur la négociation, justement, et sur les questions sur lesquelles vous allez être interrogés. L'articulation vie personnelle et vie professionnelle,
c'est pour moi au cœur du bien-être du salarié. Et vous l'avez vu dans le cadre j'allais dire ce que j'appelle la crise Covid, et la difficulté du télétravail et du droit à la déconnexion dont on vous parlera après. Donc, c'est des sujets qui sont hyper importants parce que, comme on se disait, la QVT, c'est pas, et c'est d'ailleurs l'expression qu'on a avec Julie, ce n'est pas que de mettre un baby-foot dans l'entreprise. La QVT, votre salarié va être beaucoup mieux, croyez-moi, si vous posez la question de est-ce qu'il a une crèche pour ses enfants, est-ce qu'il a justement une capacité à se déconnecter le soir pour profiter de sa vie personnelle, et il sera bien plus à même d'être performant si on va se poser la question de son quotidien. C'est pareil pour les process. Si vous avez quelqu'un qui a une charge de travail qui est énorme et qui n'est pas du tout questionné sur ce point-là, ce n'est pas parce que vous lui mettrez un petit peu de bien-être le soir ou le week-end que ça va lui permettre d'aller mieux. Donc, c'est ça notre point, c'est vraiment de se dire, dans la journée de travail, et c'est le point fondamental, et après je passerai la parole à Julie, c'est la qualité de vie du travail. C'est comment il va mieux travailler. Et donc, notamment en arrêtant le travail, en se disant maintenant c'est la partie vie personnelle, ou à l'inverse, en faisant, comme je vous disais, la question de l'égalité homme-femme qui est très importante, puisque vous n'allez pas, une fois de plus, vous n'allez pas mettre, j'allais dire, souvent c'est les femmes, c'est un lapsus, mais voilà, l'égalité de salaire, par exemple, va permettre que les salariés vont se sentir mieux au travail et vont être plus efficaces au-delà des ce qu'on appelle des gadgets. Donc voilà, donc pour finir, après je passe la parole à Julie, c'est utiliser la négociation annuelle qui est portée sur la qualité de vie au travail pour justement être un vrai acteur de la notion, j'allais dire, de performance de l'entreprise. Je vous passe la parole pour le suivant parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le timing, mais je me dis qu'on avance. Non, si. Alors, sur la slide suivante, en fait, on évoque effectivement un champ très vaste, donc la QVT 7 ans après. Déjà, en partant d'un constat, alors il y a des enquêtes, des études qui sont faites pour effectivement essayer de décrypter ce qui ferait effectivement basculer vers de la performance, de la mobilisation, etc. Donc, on a notamment un constat qui est de dire que les salariés heureux, alors même si la terminologie est discutable, mais les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux, 31% plus productifs, etc. Bon, sachant que sur la productivité, il y a les études divergent, j'en ai d'autres autour de 12% de productivité, mais clairement, effectivement, on identifie qu'il y a quelque chose de vertueux entre qualité de vie au travail, bien-être au travail et performance. Après, ça va effectivement être d'autant plus significatif si on est sur des métiers de création, si on est sur des métiers où le comportement du salarié a vraiment un impact sur sa performance, les commerciaux. Enfin, il y a des métiers où c'est encore plus vérifié, c'est encore plus vrai. Alors, le souci par rapport à ça, c'est que pour effectivement faire évoluer cette notion de bonheur au travail, pour essayer de jouer sur le bonheur au travail, on a des méthodes de management qui viennent essayer de trouver des solutions, des astuces. Et on a vu depuis quelques années le phénomène en fait du management type happiness management en fait. On en parlait du baby-foot, on parlait d'un certain nombre de dispositifs tels que les clowns d'entreprise, enfin tout, je dis également le management à la chouquette, ça fait partie des expressions qu'on aime bien nous au cabinet, qui est pour dire qu'effectivement, voilà, j'amène les croissants tous les matins, mais c'est sympa, c'est vachement sympa d'avoir les croissants quand on arrive le matin, mais si toute la journée, j'ai un travail inintéressant, si j'ai des relations qui sont effectivement assez dégradées avec mon manager, si mon manager passe son temps à me contrôler, si on est sur un climat de suspicion, à un moment donné, ce ne sera pas cohérent et les salariés ne s'y retrouveront pas dans tous les cas. Donc, c'est important de faire un petit peu le deuil de toutes ces mesurettes, tout ce qui va être un peu de l'ordre du gadget, non pas à moins que ça vienne effectivement d'une volonté des salariés qui une demande en ce sens-là. Mais si ça ne part pas d'une demande de salariés, c'est partir du principe, en fait, on pense que ceci est bon pour les salariés. Ça part d'une vision un peu
enfin, on renvoie son propre système de valeurs en partant du principe que moi j'aime le baby-foot, et ben tout le monde aime le baby-foot. Moi j'aime le sport, tout le monde aime le sport. Non, les salariés sont des adultes et effectivement ils ont leurs propres hobbies, ils ont leurs propres intérêts extra-professionnels. Par contre, il est probable que les salariés avec lesquels on travaille partagent une culture professionnelle commune, qui partagent un intérêt du travail. Et là, on est sur des choses communes qui sortent vraiment de la culture d'entreprise et pas de ce qui est un peu du domaine de l'accessoire. Donc, je suis un petit peu dure vis-à-vis effectivement de toutes ces démarches. Peut-être parce que je les ai vécues moi-même en entreprise et qu'elles ont été poussées un peu trop loin. Il peut y avoir de la convivialité en entreprise, bien au contraire, et c'est souhaitable. Hein, d'ailleurs, c'est quand même appréciable de pouvoir aller déjeuner avec ses collègues et de partager des moments de fou rire. Mais c'est le fait que ce soit dicté, que ça vienne d'en haut et qu'à un moment donné, c'est l'employeur qui déciderait à quel moment il faut rire, à quel moment il faut s'amuser, à quel moment il faut avoir tel ou tel comportement. Et là, on est vraiment dans un champ qui est extrêmement pervers parce qu'on va perdre un certain nombre de personnes compétentes qui ne vont pas s'y retrouver, qui ne vont pas vouloir qu'on leur dicte leur comportement, qui ne vont pas vouloir qu'on prenne la main sur leur vie privée, etc. Donc, il y a un risque d'exclusion en fait au travers de tous ces dispositifs et il faut être vigilant avec ça. Et je pense que en plus, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise dont le métier, c'est de vendre des articles de sport, c'est évident que vous aurez beaucoup plus de gens intéressés par faire du sport ensemble. Mais si vous demandez à des gens ce n'est pas du tout leur centre d'intérêt, là, pour le coup, vous leur demandez des exigences qui ne sont pas du tout du domaine du travail. Voilà. Donc, je pense là-dessus, il faut revenir à des choses qui sont, par contre, vérifiées dans toutes les entreprises et qui sont malheureusement, pour le moment, les oubliés de la qualité de vie au travail. C'est l'intérêt du travail, le sens du travail et le driver qu'on a identifié comme étant le plus important, c'est le développement des compétences. Voilà, ça, c'est vraiment le sujet qui a été oublié et qui est une attente systématique pour tous les salariés. Le développement des compétences, c'est pour voir, quand il y a des changements dans l'entreprise, s'y retrouver pour pouvoir se repositionner et pas avoir l'impression que tous les changements, on les subit. On perd du sens dans son travail et on perd la main sur ce qui était effectivement les facteurs de satisfaction au travail. Et Nolwenn, toi donc, qui es à la fois salarié et secrétaire de CSE, est-ce que c'est une vision que tu partages? Est-ce que tu as des exemples ou des conseils à partager ou une expérience à partager sur ce volet-là? La différence entre le côté un peu gadget qu'il peut y avoir d'activité et le côté beaucoup plus profond qu'est en train de nous décrire Julie à l'instant. Je confirme complètement. Hein. C'est vrai que mettre un baby-foot dans un bureau, ça ne suffit pas à se sentir bien au travail. J'ai eu des expériences où j'ai pu voir des connaissances qui avaient effectivement des très beaux locaux de travail, mais qui avaient une charge de travail qui était absolument invraisemblable. Et donc baby-foot, il décorait, voilà, simplement. Donc, ça ne résolvait absolument pas la situation. Chez Kitok, donc encore une fois, voilà, on est un tout jeune CSE, donc on est en train de travailler avec la direction conjointement. On a la chance d'avoir des bonnes relations constructives, ça c'est très agréable. Et donc, on est en train de monter tout ça. Donc c'est vrai qu'on est une entreprise très jeune avec quand même un esprit start-up et puis quand même cet esprit de faire des événements tous ensemble pour se réunir, etc. Néanmoins, on s'arrête pas là et c'est vrai que notre équipe RH et notamment notre Chief Happiness Officer, puisqu'on en a une, mais prend ces sujets-là très à cœur. Et justement, on a tout un travail qui est déployé pour travailler sur l'index de représentativité homme-femme, qui est d'ailleurs très bon chez Kitok, sur justement la définition du sens au travail. On a justement des ateliers qui viennent tout juste de donner leurs résultats et donc on est en train de travailler sur les valeurs notamment de Kitok pour s'assurer que les valeurs sont bien construites conjointement avec l'ensemble des salariés, que donc tout le monde s'y retrouve et avoir des valeurs dans lesquelles on se retrouve, c'est important pour pouvoir se lever le matin sans avoir la boule au ventre. Donc voilà, on est en train de travailler sur tous ces éléments-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est effectivement quelque chose qui est important et qui est en cours de déploiement. Et ça se
le fait de venir avec les croissants, clairement, ne suffit pas et il y a tout un ensemble de sujets à approfondir. Même si c'est sympa d'avoir les croissants le matin quand même. Même si c'est très sympa. Hein, les croissants et le foot, c'est quand même sympa. Mais... Oui, et c'est pas incompatible. Exactement. Oui. Je voulais juste rajouter un mot sur ce que disait Julie pour compléter. Il y a des questions qui sont posées, c'est sur la question des indicateurs en fait. D'un point de vue pratique, pour comprendre la qualité de vie au travail, n'hésitez pas à mettre en place, se dire de ce que vous appelez le suivi des indicateurs. Ça veut dire, j'ai combien d'arrêts de travail dans mon entreprise, j'ai combien d'arrêts de maladie, j'ai quel turnover et j'ai quel absentéisme. Parce qu'en fait, à travers ces éléments-là, ça va vous permettre de comprendre. Quand on dit qu'est-ce que c'est un salarié heureux, c'est un salarié justement, vous dites qui n'a pas la boule au ventre, c'est surtout un salarié qui vient travailler. Donc en fait, vous pouvez déjà au début vous demander comment je peux agir sur la qualité du travail. Vous pouvez vous dire, je vais relever ces indicateurs. Une fois que vous avez relevé ces points-là, là, vous vous dites, mince, j'ai un taux d'absentéisme qui est quand même très fort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas le côté, quand on vous dit, c'est pas la côté baby-foot, c'est surtout la réalité. C'est est-ce que les gens viennent travailler? Est-ce qu'ils sont absents? Est-ce qu'ils sont malades? Et à partir de là, ça vous permet du coup de vous faire des statistiques et de se dire, de toute façon, vous pouvez travailler avec les RH qui ont ces chiffres-là et de comprendre comment je peux réduire. Parce que bien évidemment, c'est un coût pour l'entreprise, mais c'est surtout un signe de mal-être au travail. Donc, comment on peut réduire les arrêts de travail et l'absentéisme? Et j'ajoute aussi que l'absentéisme, c'est très contagieux. Donc, plus les gens sont absents, plus il y a d'absentéisme. Donc, c'est vraiment cet esprit collectif. Donc, suivez les indicateurs pour comprendre la qualité de vie au travail et n'hésitez pas à mettre en place aussi des enquêtes, notamment, par exemple, sur vos salariés. Vous pouvez, par exemple, tous les mois, faire circuler, vous, en tant qu'élu, vous poser la question des enquêtes pour savoir comment vos salariés se sentent. Donc, soyez proactifs sur la question maladie, absence et bien-être. Et peut-être pour mettre une deuxième couche là-dessus, nous, par exemple, en interne Lito, on a mis en place quelques outils pour mesurer l'engagement, par exemple, des salariés, donc ce qui rentre aussi dans cette phase-là. Il y a beaucoup d'outils en ligne qui permettent de le faire. Alors, Lito ne permet pas encore de le faire, mais peut-être un jour. Mais nous, par exemple, on utilise un outil qui s'appelle Office Vibe, qui envoie des questionnaires toutes les 2 semaines ou tous les mois aux salariés et qui vont mesurer différents aspects de l'engagement, etc. C'est très simple, c'est gratuit même à utiliser. Et ça permet de suivre tout un tas de KPI, dont ceux que vient de mentionner Charlotte. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner. Donc, je peux citer Office Vibe, il y a Bloom at Work, il y a plein d'outils qui permettent de le faire, et de mesurer différents aspects de l'engagement, de la communication, du bien-être, de l'alignement avec la vision, la stratégie de la boîte, etc., qui sont des aspects aussi de la qualité de vie au travail. Donc, on partagera les liens peut-être sur le chat, comme ça vous pourrez retrouver un peu ces différents outils aussi. Hop. Alors, on vous remet effectivement, on revient un tout petit peu en arrière sur la question un peu juridique, mais en essayant surtout de mettre en perspective tous les sujets qu'on a un petit peu déjà évoqués sur ce qui relève de la QVT. Donc, on a parlé évidemment des relations de travail. Le climat social, c'est ce à quoi pensent d'abord les salariés. Ensuite, on se rend compte qu'effectivement, déjà, il y avait une obligation d'égalité professionnelle. Hein, ça, c'est devenu obligatoire de pouvoir notamment mesurer ça avec des index d'égalité professionnelle. Les compétences et les parcours professionnels, donc il y a au minimum une obligation de formation de l'employeur à l'adaptation au poste de travail. Mais derrière, il y a aussi effectivement la possibilité pour chacun de développer ses compétences et du coup, on arrive sur un facteur de protection quand on parle de risques psychosociaux. La santé au travail, on est dans le registre de l'employeur et de son obligation de santé qu'a évoqué Charlotte tout à l'heure. Et le management. Alors, c'est important aussi de s'arrêter sur le management parce que ce qu'on identifie depuis quelques années, c'est que toutes les démarches QVT sont vraiment beaucoup portées par les RH avec les partenaires sociaux. Mais les managers sont souvent les oubliés en fait de ces démarches-là. Ce qui fait que si l'organisation du travail fonctionne complètement en marge de cette vision de la QVT et que ça ne se coordonne pas, on a nécessairement une crise du contenu du travail, une crise dans les changements. À chaque fois qu'il y a un changement, une répétition de changement, on les fait à marche forcée. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'intérêt d'avoir une vision un peu plus globale et systémique. C'était l'ambition effectivement de l'ANI au départ. C'est à nouveau l'ambition du plan santé de 2017-2020, donc promouvoir le travail comme un facteur de santé, mais surtout avec une approche globale. Voilà, donc les évolutions à attendre, là où on souhaite vraiment que les choses bougent, c'est que le management, les directions métiers, l'organisation du travail
intègre ces notions-là, effectivement, on ne peut pas avoir des injonctions paradoxales, ça ne marchera pas là, en termes de sens dans le travail et en termes de mobilisation. Si d'un côté, vous prenez quelque chose dans un accord et qu'en pratique, le management organise des réunions à 18h le soir, ça ne va pas coller. Donc, on a vraiment besoin de faire peut-être des choses des fois un peu moins fantasques ou un peu plus simples, mais qui soient tenables aussi. Parce que le salarié, c'est comme les clients, hein, il n'y a pas de différence. On veut que les choses soient cohérentes, qu'on respecte ses engagements. Et ce qui revient d'ailleurs en premier élément d'insatisfaction dans les enquêtes auprès des salariés, c'est le manque de respect déjà. Donc, les attentes, elles portent d'abord sur le respect, la reconnaissance, l'épanouissement, la motivation, la convivialité. Vous voyez que la convivialité devient que le 5e critère. Du temps pour faire son travail, donc parce qu'on a envie de faire du travail de qualité. La solidarité. Et la solidarité, c'est pas tout à fait pareil qu'un team building. Hein. Team building, c'est quelque chose d'organisé, dans lequel on sait que de toute façon, on agit en fonction de critères, qu'on est regardé, qu'on regarde son comportement, donc on n'est vraiment pas du tout dans la solidarité spontanée. Donc, on est vraiment sur des choses qui vont vers effectivement plus d'authenticité aussi dans les relations, de la durée, de la pérennité dans les relations, et du coup, une culture d'entreprise qui se crée aussi au gré de cette qualité des relations, mais qui n'est pas quelque chose qui est forcément descendante, c'est quelque chose qui découle d'une organisation du travail qui est saine, d'un certain nombre d'équilibres effectivement dans la composition aussi du personnel, de l'égalité. Enfin voilà, donc c'est très ambitieux, mais on voit quand même qu'il y a quelques avancées sur la question d'égalité professionnelle, ça avance. Sur l'articulation du temps de travail et le temps hors travail, ça avance, hein, au gré des évolutions sociétales, au gré des attentes des salariés, ça avance vraiment. Mais vraiment, là où Charlotte et moi, on a identifié vraiment les mêmes limites. Là où ça n'avance pas trop, c'est la question de la charge de travail, du contenu et de l'organisation du travail. Et ces aspects-là, on ne pourra les faire évoluer que si on implique le management. Donc, sur la notion de charge de travail, je voulais donc le côté, j'allais dire, obligation légale. Je pense que vous savez que, par exemple, lorsque vous avez des salariés au forfait jour, l'employeur est tenu de faire un entretien annuel sur la charge de travail. C'est une obligation légale. Mais vous, au-delà, souvent, j'ai remarqué que les employeurs, dans les entretiens annuels, le salarié se livre pas beaucoup sur la charge de travail parce qu'il a toujours peur des représailles et de se dire, si je me plains de mon travail, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, vous, le rôle principal de l'élu, c'est d'être porteur de la voix du salarié. Et donc, questionnez-les et posez-les leurs questions sur ce que j'appelle la charge de travail ressentie. C'est-à-dire qu'il y a la fiche de poste et puis il y a, en réalité, qu'est-ce que je fais au quotidien. Et par exemple, moi, je vois que souvent, il y a des postes qui évoluent. On ne met pas à jour la fiche de poste et on se retrouve avec un grand nombre de missions à faire pour le salarié et du coup, qui va déborder. Donc, la charge de travail, posez-vous la question, qui est ressentie vraiment par le salarié et posez-lui la question. Ne laissez pas que l'entretien annuel qui est posé au niveau obligation légale. Un petit mot sur le télétravail parce que c'est le sujet, j'allais dire, depuis le Covid et je vois que c'est une question qui est posée. Exactement, une question Alors, sur le télétravail, je trouve que c'est un piège et il faut faire attention. C'est que c'est une révolution et c'est vraiment bien que toutes les sociétés soient passées au télétravail. Il va se passer l'après-Covid où on est consulté pour mettre à jour, puisque vous savez que pendant la période Covid, il y avait des souplesses qui avaient été mises en place pour les employeurs. Moi, j'insiste sur le côté qualité de vie au travail, c'est comment vous avez pu gérer pendant ces 3 mois la question des réunions. Et justement, on est en réunion Zoom. Les retours des salariés font qu'ils ont eu beaucoup de réunions. Et il y a parfois eu un trop-plein sur le télétravail. Donc, c'est important de les questionner parce qu'il y a une question qui nous est mise, comment peut-on avoir les indicateurs ? On refait les enquêtes, on refait la satisfaction, puisque le télétravail n'est pas que dire « vous pouvez travailler chez vous ». C'est comment c'est organisé. Est-ce que les gens ont un soutien ? Donc, il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de réunions qui sont organisées ? Est-ce que la personne a le temps de travailler chez elle ? C'est aussi un point, puisque ce n'est pas parce qu'on travaille chez nous qu'on doit oublier les horaires du travail. Donc, c'est important de leur remettre le droit à la déconnexion et de leur poser les questions. Donc, je pense que pour répondre à la question qui est posée, il faut bien évidemment voir le télétravail comme un outil de la qualité de vie du salarié, puisqu'il a moins de transport, puisque ça va lui permettre d'avoir plus de flexibilité. Mais n'oubliez pas la charge de travail et questionnez-le sur la réalité de son quotidien une fois qu'il est chez lui.
que les outils ne deviennent pas du coup pour le desservir. Donc, on en reparlera après sur le sondage, je crois, sur la question du télétravail. Ouais, il y en a un là-dessus. Nolwenn, peut-être de ton côté, il y a tout un volet qui est comment est-ce qu'on va mesurer, comment est-ce qu'on questionne les salariés, comment est-ce qu'on s'assure que les indicateurs soient bons sur les différents sujets qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose que tu mènes de ton côté avec le CSE de Kitok? Pas encore, que tu aimerais Alors, mener? pas encore, mais justement, suite à la formation que j'ai fait cette semaine sur les RPS, j'ai prévu de réaliser des enquêtes régulièrement pour pouvoir sonder un petit peu plus mes collègues sur leur état d'esprit, état de santé, état général. Donc ça, c'est en cours de construction. Maintenant, voilà, la seule façon pour l'instant que j'ai pu trouver pour garder le lien avec les différentes personnes pendant le télétravail, c'était simplement d'aller, par téléphone ou par chat, aller vers eux directement pour leur demander comment est-ce qu'ils allaient. Mais c'était quelque chose de très informel finalement. Mais bon, j'aime bien aussi le côté informel parce que ça permet aux gens de se livrer un peu plus facilement. Donc voilà, j'agissais de façon complètement informelle pour leur demander comment est-ce qu'ils se sentaient et si je voyais qu'ils étaient mal dans la situation de télétravail, j'essayais de leur apporter des trucs et astuces pour mieux organiser leur journée. En fait, j'en ai eu un certain nombre qui, effectivement, vous parliez de journées qui rallongent un petit peu avec ce télétravail parce qu'on ne sait pas trop se mettre de limites. Et en fait, je leur partageais la façon dont moi, je fonctionnais parce que j'avais un peu plus l'habitude de faire du télétravail. Et voilà, je partageais ma façon de fonctionner sur le fait de se lever à une heure fixe, de mettre mon alarme sur mon téléphone pour définir des pauses. Vraiment régulière et me prévoir une alarme de fin de journée où je coupe et là l'ordinateur et le téléphone sont coupés. Donc voilà, je partageais simplement mes bonnes pratiques, mais c'était encore très débutant, je dirais, comme façon de faire. Oui, c'est très bien. Non, en plus, vous avez raison, parce qu'il faut coller en fait à la journée. En fait, c'est-à-dire qu'il faut voir les obligations légales comme un côté positif encore. C'est-à-dire que les heures minimum de repos sont pas venues là pour embêter les salariés et c'est justement bien d'avoir une coupure entre le soir et le matin et de ne pas travailler en soirée. Parce qu'à terme, surtout sur la période des 3 mois, je pense qu'il y en a qui se sont épuisés. Donc Oui. voilà, c'est important de faire le point. Je pense qu'il faut redémarrer, se dire aujourd'hui la reprise et tirer les leçons de ce qui s'est passé au niveau qualité de vie pendant cette absence en présentiel. Maintenant, les équipes vont revenir un petit peu sur, j'allais dire, je ne sais pas si vous revenez en présentiel, mais ça permet justement de rebondir. Oui, pour l'instant, nous, le présentiel, on attend encore, on devrait prochainement avoir un peu plus de détails. Pour l'instant, on est encore tous en télétravail. D'accord. Et donc, on attend de voir comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ça. Alors, nous, côté Lito, on revient progressivement dans les bureaux à partir de la semaine prochaine. Voilà. Mais on mène toute une réflexion sur le télétravail en parallèle, sur le développer, sous quelle forme, de façon flexible, de façon complète, etc. Donc, ça a permis de démarrer certaines discussions assez intéressantes qu'on est en train de mener avec l'équipe là-dessus. Donc, ce qui, je pense, nous amène aussi, parce que je vois que l'horloge tourne, mais ça nous amène du coup sur la troisième section, donc, qui est le rôle du CSE. Donc, on a commencé à en parler avec les exemples que tu nous donnais, Nolwenn. Alors, le rôle du CSE, effectivement, c'est surtout de s'assurer que la démarche est questionnée au bon niveau, hein, donc avec l'ensemble des thématiques qu'on vient d'évoquer, hein, l'égalité professionnelle, les risques psychosociaux, et qu'il y ait effectivement quelque chose d'un peu ambitieux qu'on porte au niveau stratégique, parce que c'est quand même un beau sujet, la qualité de vie au travail. Je pense que c'est même le plus beau sujet, entre guillemets, à porter dans les discussions, mais effectivement avec plein de tiroirs. Donc, c'est un petit peu ce qu'il faut travailler en termes de réflexion sur ce sujet et puis d'intégrer la question de la culture d'entreprise et des organisations. Quand je porte un regard critique sur la question du sport au travail ou d'autres aspects, on ne peut pas y porter un jugement a priori. Il faut vraiment le contextualiser la culture d'entreprise et savoir si ça correspond effectivement aux attentes des salariés. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc c'est toujours cette connexion avec les salariés. Donc cette slide, on peut la passer vite parce qu'on en a déjà effectivement pas mal parlé. Hop.
Alors, voilà, c'était donc l'idée là aussi, c'est de rappeler qu'effectivement, cette QVT, pour 90% des salariés, c'est un sujet important parce que 90% estiment, enfin pour les salariés, c'est important parce que 90% d'entre eux estiment que cela contribue à la performance de l'entreprise. Donc, on est bien quand même sur quelque chose qui intéresse tout le monde. Et le développement des compétences, c'est la politique qui a le plus d'impact sur le bien-être au travail. Clairement, dans les enquêtes qui sont menées sur le sujet, c'est vraiment le sujet qui est le plus fort et qui a le plus, sur lequel les salariés ont le plus d'attentes. Donc, l'intégration de la culture d'entreprise, le choix de thématiques vis-à-vis de cette QVT, s'assurer qu'effectivement, on a bien aussi des enjeux de discussion et d'échange qui sont corrélés aux enjeux de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas avoir des choses qui sont complètement déconnectées des enjeux d'évolution non plus de l'entreprise. Voilà. Le dialogue social, c'est un des sujets forts de la réussite d'une démarche QVT. C'est indispensable de s'assurer qu'effectivement, on est sur une qualité de dialogue social. Si on a, par exemple, une démarche QVT, mais que d'un autre côté, toutes les réunions avec le CSE sont timées, la direction dit ça suffit, ce sujet, on ne l'aborde pas, tous les ordres du jour sont refusés. Enfin, voilà, à un moment donné, on ne peut pas avoir une incohérence dans les comportements au niveau du dialogue social et effectivement prôner une qualité de vie au travail et des valeurs fortes sur le sujet. L'implication du management, on l'a évoqué. L'analyse des conditions de travail, c'est un des premiers, je dirais, c'est un des premiers piliers de cette démarche. Donc, si on questionne les salariés sur leur bien-être au travail, on doit aller plus loin dans ce qu'est le bien-être au travail et regarder un peu le contenu du travail. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur environnement de travail? On n'en a pas parlé, mais effectivement, l'environnement matériel, ça peut avoir des implications dans la QVT. Si on est dans un open space très bruyant, ça va être difficile d'avoir une certaine, effectivement, sérénité au travail et d'être bien dans son travail. Et si on doit aller en télétravail parce qu'on fuit une ambiance de travail bruyante, c'est pas ça le principe de la QVT. C'est plutôt d'avoir effectivement un intérêt pour le télétravail, pour équilibrer, pour supprimer un certain nombre de déplacements, pour peut-être amener ses enfants à des activités le mercredi. Enfin, c'est vraiment plutôt quelque chose qui a vocation à créer de l'harmonie, mais pas à déserter le travail parce qu'on y trouve un certain nombre de nuisances et d'inconfort. Voilà. Donc, c'est cette question de cohérence qu'il faut intégrer. Et il y a un point fondamental aussi, c'est l'importance du changement, la conduite du changement, la manière dont les salariés et les représentants du personnel sont associés au projet de changement, la manière dont on les informe, qu'on les écoute, qu'on les fait participer, évidemment, pas forcément de la cogestion, mais qu'on les associe au moins à ces réflexions sur les projets qu'on mène, parce qu'une grande partie de la démobilisation qu'on a pu observer, elle est réelle, hein, la démobilisation des salariés par rapport à leur travail, elle est vérifiée par les enquêtes. Hein. Cette démobilisation, elle est plus du fait, effectivement, d'une incompréhension des changements, du sens, et d'une difficulté d'adaptation et d'être effectivement plutôt vécue comme subie. Voilà. Donc, s'il y a aussi une mesure qui serait super intéressante de trouver dans les accords sur la qualité de vie au travail, c'est la consultation sur les projets de changement, c'est l'étude d'impact des changements et effectivement peut-être des groupes de travail, d'évaluation des risques dans les changements, etc. Donc, ça fait partie des choses qui sont pour le coup très, très loin du gadget. Bien au contraire, c'est vraiment là des mesures fortes qui me semblent très intéressantes à prôner. Et alors justement, comment est-ce que sur ce volet-là, et je pense qu'il doit relativement bien s'appliquer au thème du télétravail, comment est-ce que le CSE peut lui, comment est-ce qu'il doit mener un peu ces études-là, ces évaluations? Est-ce que c'est à lui de le faire? Est-ce qu'il doit être accompagné par un expert? Est-ce que c'est à l'entreprise de le faire? Et c'est le CSE qui va solliciter et qui va demander à l'entreprise de mener cet exercice? En fait, ça dépend aussi de l'entreprise qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que, donc, vous savez que le télétravail en temps normal, il fallait avoir soit un accord télétravail, soit une charte télétravail pour pouvoir le suivre. C'est une question qui nous est posée en ce moment. Avec la période Covid, on a mis une souplesse et toutes les entreprises ont pu recourir au télétravail. Donc, il faut se demander qu'est-ce que j'avais avant et qu'est-ce que je vais avoir après. Puisque là, l'ère, j'allais dire, Covid va se terminer.
et c'est le droit du travail classique qui va reprendre. Donc, il faut se demander, c'est à l'employeur, en fait, sociaux, et le CSE a un rôle puisqu'il va être questionné sur ces points-là. Il va être interrogé notamment sur les mesures qui doivent être prises en interne. Donc, en fait, sur la question du télétravail, ça dépend de ce que vous aviez avant dans l'entreprise. S'il y avait un accord qui était déjà là, l'idée est de l'améliorer, vous allez être re-questionné. Et à l'inverse, s'il n'y avait rien qui avait été mis en place pour le télétravail, c'est aujourd'hui une obligation, en fait, de remettre un cadre. Donc, le CSE, il a un rôle actif. Et j'assisterai sur une question qui nous est posée en ce moment sur la question du retour au travail et le côté anxiogène du port de masque, etc., et de la difficulté et des demandes qui sont faites. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de ce que je vous disais, ce qui a été décidé, en fait, on peut toujours renégocier et revenir sur un accord. Après, je vous conseille pas de passer votre temps à renégocier parce que c'est compliqué, le dialogue social, de le mettre de façon multiple. Mais je pense que, après c'est une définition, c'est un avis personnel, mais je suis pas pour le 100% télétravail, même si il y a des entreprises comme Peugeot qui vont le faire, mais je ne suis pas pour le 100%. Il faut que les équipes puissent revenir se voir en termes de, j'allais dire en proportionnel, au moins 2 jours par semaine sur place pour avoir une solidarité et ne pas être resté isolé. Donc, pour répondre, je ne sais pas si du coup ça a été clair, c'est posez-vous la question de est-ce que j'avais un accord ou est-ce que j'avais une charte télétravail? Si j'en ai pas, vous allez être interrogé par l'employeur et donc demander à l'employeur de mettre en place cet accord. Alors ça, je trouve que ça fait un très très bon lien avec les sondages. Voilà. Je vois que les gens n'ont pas encore beaucoup répondu aux sondages, mais si vous voulez, c'est un peu la dernière section du webinaire. Parce qu'il y a une question, il y a un sondage sur disposez-vous d'un accord télétravail ou d'une charte, qui est exactement ce qu'est en train de nous décrire Charlotte. Donc, je vous invite tous à aller vraiment sur l'onglet sondage qui est à droite, parce que comme ça, on va peut-être avoir le temps, là il nous reste quelques minutes, on va peut-être avoir le temps de parcourir un peu les résultats. Et si jamais il y en a suffisamment. Donc, allez-y, cliquez tous sur l'onglet sondage et puis mettez les réponses. En attendant, peut-être Nolwenn, pendant que les gens répondent au sondage, sur ces différents leviers qui sont présentés, que ce soit le développement des compétences, que ce soit le dialogue social, les objectifs, etc. Quelles actions, toi, tu as pu mener ou le CSE de Kitok a pu mener ou prévoit de mener là? Alors encore une fois, pour l'instant, pas grand-chose de prévu. Mais par contre, il y a rien de prévu pour l'instant par le CSE, hormis bien sûr des thèmes qui seront abordés pendant les NAO. Maintenant, il y a beaucoup de sujets qui sont portés par l'équipe RH directement, notamment sur le développement des compétences, où il y a un gros travail qui est en cours de finalisation pour permettre des passerelles avec. Alors, Kitok fait partie du groupe Carrefour, donc il y a des passerelles qui sont en train d'être mises en place pour justement permettre des échanges de compétences en fait entre Carrefour et Kitok. Il y a tout un volet formation également avec une plateforme de e-learning qui a été développée, je dirais, enfin en tout cas pour laquelle Kitok a accès. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a on vient de se faire labelliser Happy at Work. Il y a un travail, les enquêtes d'index professionnel hommes-femmes qui ont été réalisées sur lesquelles on a eu de très bons résultats. Donc voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de sujets qui sont portés pour l'instant par l'équipe RH et très peu pour l'instant par les CSE, mais parce qu'on est encore tout jeune et on a besoin de se construire. Mais je trouve ça très intéressant parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent ici aussi, c'est que le CSE, c'est souvent des initiatives qui vont être peut-être portées par les ressources humaines, mais est-ce que du coup le CSE intervient ou est sollicité ou donne son avis ou comment est-ce que tu pour l'instant, non. Pour l'instant, le CSE n'est pas consulté là-dessus. Mais j'espère que ça viendra. Et puis, charge à moi de faire en sorte que mon équipe RH puisse aussi me solliciter sur ces sujets. Et vous pouvez mettre à l'ordre du jour mettez à l'ordre du jour des questions sur la qualité de vie au travail aussi. Vous pouvez du coup, vous aussi également, mettre à l'ordre du jour ces questions-là. C'est-à-dire que n'attendez pas du coup l'obligation tous les 4 ans, être proactif sur les questions de qualité de vie au travail. Et ce que je disais du coup juste avant, c'est que pendant qu'on répondait à ces questions-là, les gens ont répondu en sondage, donc c'est merveilleux. Donc on va pouvoir regarder un petit peu les sondages. Alors attends. Donc vous avez tous, je ne sais pas si
les gens n'ont peut-être pas les résultats des sondages, ça je ne sais pas, mais en tout cas, nous les avons. Julie, Charlotte, si je vous laisse un petit peu parcourir les résultats. Alors, Alors, il faut qu'on aille les voir. moi, je ne les vois pas, les résultats du sondage, mais alors… Alors, du coup, je vais peut-être les donner sur le dispositif d'accord de télétravail. Donc, disposez-vous d'un accord de télétravail ou d'une charte. Donc, on a 71% des gens qui disent non, pas d'accord ou de charte de télétravail. Eh ben, du coup, là, c'est… d'accord, je suis étonnée parce que… Non, mais ça montre que, voilà, le Covid a mis en place, justement, le télétravail. Donc, c'est le moment, c'est-à-dire que votre employeur va avoir l'obligation, en fait, une fois que le Covid va être passé, il n'aura pas le choix. Donc, après, voilà, il aura l'obligation de mettre en place un accord télétravail ou une charte. Donc, vous allez être consulté. Mais encore une fois, n'hésitez pas à le questionner sur ce point-là, puisque l'idée, c'est d'être partenaire avec son employeur, ne pas être contre lui. Et donc, il faut questionner l'employeur sur quand est-ce que va être mis en place, quand est-ce que vous allez prendre les mesures. Et vous allez du coup discuter lorsque vous allez établir cette charte télétravail ou cet accord. Et en général, vous passez beaucoup par des chartes. Je pense que ce sont peut-être des sociétés qui vont faire des chartes puisqu'il n'y a pas forcément des représentants, etc. pour l'accord. Et donc, positionnez-vous pour faire remonter justement les ressentis des salariés. Sur la question des actions préférées en matière de QVT, il y a 2 actions qui se détachent un petit peu du lot, qui sont le droit à la déconnexion et les actives. Et une qui n'a été choisie par personne, qui est la prise en charge des gardes d'enfants. Ah oui, d'accord. Voilà. Après, je pense que c'est tout à fait lié, enfin, dépend de l'échantillon des répondants, parce que selon les entreprises, effectivement, on peut avoir des attentes par contre là-dessus. Mais en pratique, pour le moment, ça reste des choses assez peu développées. Effectivement, la prise en charge de la garde d'enfants, mais il y a des choses à faire. Et sur la question du… Ce que je trouve intéressant… Allez-y. Non, c'est juste pour dire sur le droit à la déconnexion, c'est pareil, c'est des obligations de votre employeur. Et faut vraiment pas le laisser passer puisqu'il doit mettre en place là-dessus justement un accord et un droit à la déconnexion. Et je pense que le télétravail va continuer. Donc, n'oubliez pas la contrepartie, la déconnexion pour avoir une qualité de vie au travail. Ça, c'est vraiment important. Et après, au niveau du côté pratique, mais ça, je pense que vous avez dû le voir dans l'entreprise, il faut mettre en place un arrêt des mails, passer une certaine heure. Il faut mettre en place, entre guillemets, le manager peut réaliser s'il voit des mails à 22 heures, il faut que le manager rebouge et aille voir le salarié. Voilà. Il faut vraiment du concret, en fait, pour vérifier au quotidien la vie du salarié. Et sur le volet activité culturelle et sportive, donc qui a été sélectionné aussi un peu par les répondants. Donc nous, c'est un sujet qu'on connaît bien chez Lito parce que c'est un peu le cœur aussi de ce que fait la plateforme Lito. Je pense qu'un point qui est très important et qui a été mentionné là pendant le webinaire, c'est qu'il ne faut pas projeter forcément ses propres valeurs ou ses attentes sur celles des salariés. Donc, les activités culturelles et sportives, dire il faut que tout le monde fasse du sport parce que moi, dirigeant ou moi, élu, ou je sais pas, j'aime le sport. C'est pas forcément ça la QVT. Surtout que vous, en tant qu'élu, vous avez un budget activité sociale et culturelle, donc vous avez la possibilité, on va dire, d'impacter ou d'œuvrer sur ces volets-là auprès des salariés. Ce qu'on permet de faire sur Lito, et nous, c'est ce qu'on recommande à tout le monde, et Nolwenn, si tu pourras peut-être le décrire un petit peu mieux que moi, mais c'est de dire, plus vous faites des choses générales, plus vous allez faire des choses génériques dans lesquelles les salariés vont pouvoir se retrouver. C'est-à-dire, vous pouvez financer à la fois la culture et le sport, et dire à celui qui aime la culture, va y trouver la culture, celui qui aime le sport, va y trouver du sport, mais sans forcer. Nous, on considère que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, et c'est ce qu'on recommande vraiment au CSE ou aux ressources humaines ou aux office managers même de faire quand ils mettent en place ces politiques davantage sur les aspects culturels et sportifs. Complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai que nous, typiquement, c'est pour ça qu'on a choisi la plateforme Lito, parce que ça permet justement d'avoir ça permet d'avoir un accès très large à des activités diverses et variées qui vont correspondre au plus grand nombre. Parce que voilà, imposer un certain type d'activité, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner quand on est dans des toutes petites entreprises, puisque là, il y a le sentiment d'appartenance qui est très facile à avoir et qui voilà, on va plus se retrouver avec une bonne bande de potes et aller boire un verre. Mais dès qu'on grossit en taille, voilà, on peut plus avoir ce même type de démarche. Il faut proposer des choses qui soient ouvertes à tous et qui profitent au plus grand nombre. Donc, avoir un panel le plus large possible d'activités.
Super. Et sur le tout dernier sondage, alors lui, les résultats vont être un peu difficiles à dire à l'oral parce qu'il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup de participants. Alors, donc, votre entreprise est-elle pouce en haut ou pouce en bas en matière de QVT? Donc, l'idée, c'était de voir un petit peu. Donc, au final, tout le monde a répondu un tout petit peu sur chaque point. Il n'y a pas de point qui se démarque. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, parmi les gens qui participent au webinaire, il n'y a pas un aspect fort qui se démarque. Ceux qui ne se démarquent pour le coup pas du tout, c'est l'index égalité professionnelle. Sur quelle personne a voté, et le collectif de travail plus. Sinon, les autres aspects, en tout cas, ont été mis en avant. Okay. Alors, pour revenir, alors, en fait, la question, c'était la description d'un cas, en fait, ouais. qui était… Parce que c'est voilà. Un peu compliqué le sondage, mais en tout cas, ça permet aux gens de se projeter et de dire comment est-ce que vous voyez ça. Alors l'intérêt, en fait, c'était un exemple. C'était l'exemple d'une entreprise qui avait des belles performances économiques, un index égalité professionnelle tout à fait bon, et qui avait des projets de modernisation de l'environnement de travail, etc. Mais qui, effectivement, dans la période Covid, par exemple, a refusé des congés garde d'enfants. Donc, enfin, c'est une réalité, c'est une entreprise qu'on accompagne, enfin, dont on accompagne le CSE. Donc, qui a des choses qui sont positives en apparence, et puis des choses qui sont après un peu plus compliquées, parce que la difficulté, c'est quoi? C'est en général la charge de travail. Hein. Donc, c'était un exemple vécu. Et cette entreprise, elle est en train de négocier un accord RPS, donc on est très très proche du sujet QVT. Et ce que l'on a pu conseiller donc au CSE, aux organisations syndicales, en l'occurrence c'était le aussi, mais c'est d'avoir quand même des sujets qui sont forts sur le suivi de la charge de travail. Donc on leur a recommandé d'avoir des mesures dans cet accord qui permettent effectivement d'avoir un suivi de la charge de travail, un suivi du temps de travail, d'avoir aussi une évolution de l'organisation de la médecine du travail, parce que le médecin du travail dans cette entreprise, les médecins du travail, il y en a plein. Et du coup, ils sont pas coordonnés, donc on n'a pas le vécu médical. D'avoir aussi des démarches de gestion de prévisionnel des emplois, ce qu'on appelait avant la GPEC, maintenant qui s'appelle GEPP, et surtout aussi de regarder un petit peu ce qui se fait au niveau de la formation et du développement des compétences. Voilà. Donc, on est sur des besoins qui peuvent effectivement être spécifiques, mais des choses qu'on retrouve souvent. Hein. La charge de travail et les compétences, on est vraiment sur ces sujets qui marcheront dans 90% des cas. Voilà. Donc, c'était un petit peu pour montrer qu'il peut y avoir des choses qui sont effectivement au niveau des indicateurs qui peuvent être plutôt bien, mais qu'il y a d'autres indicateurs, si on va sur les risques psychosociaux, on peut avoir des choses qui sont moins bien et qui, sur le long terme, vont poser des soucis d'engagement parce qu'il y a l'effet démobilisation. Voilà. Donc, alors, je t'en prie, tu vas-y. Non, j'allais juste dire que il y a quelques questions auxquelles on n'a malheureusement pas eu le temps de répondre. Mais alors, il y en a, je pense, on n'aura pas forcément le temps d'y répondre maintenant. Je pense qu'on peut peut-être, celle de François, qui permettra peut-être de clôturer la discussion, qui était sur le droit à la déconnexion. Juste un mot, voilà. C'est important. Là-dessus, en fait, comme je vous disais, du coup, le droit à la déconnexion, ça dépendra en fait de l'accord qui a été mis en place. Mais bien évidemment, vous n'avez pas le droit, encore une fois, les mails passés, j'allais dire, on part du principe que c'est 11 heures entre le moment où vous partez du travail et vous revenez. Donc, manifestement, 22 heures, on n'est pas dedans. Donc, ça veut dire que là, il faut absolument remonter ce point-là de toute façon à votre manager, puisqu'il n'y a pas de respect de la durée minimum légale de repos. Mais au-delà de ça, puisque l'idée, c'est d'être en partenaire et non pas d'aller taper sur l'employeur, c'est de lui montrer qu'il y a un dysfonctionnement réel. C'est-à-dire que si on s'envoie des mails à 22 heures, soit il y a une charge de travail qui est très forte et c'était une période donnée, OK, sur une période d'urgence. Mais si c'est le fonctionnement classique de l'entreprise, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, il faut remonter et ne pas dire « je n'y réponds pas » s'il y a une vraie demande client. Le but n'est pas de perdre le client. Remonter ce point-là au niveau de la direction. Et la question, effectivement, telle qu'elle est posée, je pense qu'effectivement, c'est pas l'envoi du mail en tant que tel qui peut être forcément répréhensible, mais surtout l'obligation d'y répondre, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, tu as raison de le dire parce que il y a des managers qui peuvent avoir envie de travailler, mais il n'y a pas le fameux merci de. Le fameux merci de. Non, ça, on n'a pas le merci de à 22 heures. Et donc, alors, il reste quelques questions de Raphaël et Guillemette, mais donc, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre là à l'oral, mais donc on essaiera de vous envoyer des réponses après le webinaire.
Je vous remercie tous d'avoir écouté le webinaire jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui sera sur le rôle des secrétaires et des trésoriers du CSE, donc qui rentrera dans des sujets, on va dire, encore plus pratiques et qui s'adressera vraiment aux secrétaires et aux trésoriers. Donc, donc si ce n'est pas vous, invitez les secrétaires et trésoriers de vos CSE. Je vous remercie tous. On va vous envoyer, donc vous aurez juste après le webinaire la présentation qui vous sera envoyée dans un mail et on partagera par écrit un peu les réponses aux différentes questions et on essaiera de mettre sous forme d'infographie les résultats des sondages pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc je vous remercie vraiment à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Je remercie nos intervenants. C'était vraiment un très très beau webinaire. J'étais ravi de l'animer avec vous. Merci. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne fin de semaine et une bonne fin de semaine de QVT. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Bon week-end.